Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Repenser demain. Je m'appelle Olivier Derrien, je suis le directeur général de Salesforce en France. Vous le savez, maintenant, chaque semaine, nous avons l'habitude d'avoir une conversation avec un dirigeant, quelqu'un qui innove sous la contrainte. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Vimard, qui est le COO et le CTO de la société Doctolib. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, Doctolib, c'est une société dont on entend de plus en plus parler, en fait, en France et ailleurs. Ça nous fait vraiment très plaisir que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter l'histoire de cette société et où vous en êtes aujourd'hui avant qu'on aborde la crise ensemble? Absolument. Donc, Doctolib, c'est une société qui a été fondée en 2013 qui vise d'abord et avant tout à améliorer l'accès aux soins de santé pour les patients et améliorer le quotidien des professionnels de santé en leur délivrant des solutions technologiques pour mieux organiser leur temps. Et pour passer plus de temps peut-être avec les patients. Exactement. Moins de temps administratif, donc plus de temps médical, ce qui bien sûr a un effet sur l'accès aux soins, mais aussi une amélioration du confort de travail dans leur quotidien avec des solutions pour optimiser l'organisation de leur cabinet. Alors déjà, quand vous parlez de vos premières phrases, on voit tout de suite il s'agit de l'écosystème de la santé, les patients et les praticiens. Et ça, c'est très intéressant d'avoir dès le début pensé à des solutions, en fait, pour aider les deux populations qui, à un moment donné, sont ensemble, bien entendu, sont ensemble. Alors, comment s'est passée la crise dans votre société? Je vous rappelle brièvement, février ou mars, il se passe pas mal de choses dans le monde, en Chine et ailleurs. Et le 15 mars en France, grosse annonce, confinement général. Comment ça s'est passé chez vous? D'abord, bien évidemment, la crise a touché tout le monde, Doctolib y compris, mais de notre côté, notre mission, elle n'a pas changé. La crise du COVID-19 n'a fait que renforcer notre détermination. Sur le plan des ressources humaines, donc d'abord, nous avons assuré la continuité de notre travail. Nous avions, quelques jours avant le 15 mars, déjà pris des dispositions pour être capable d'envoyer tous nos employés en télétravail, ce qui nous a permis de prendre un peu la main sur la mise en place de ces dispositions. Donc, il y a eu un travail exceptionnel de la part des ressources humaines chez nous. Et bien évidemment, avec tout ce changement, on a dû mettre en place plusieurs éléments assez transformateurs dans nos modes de travail, entre autres le recrutement qui s'est poursuivi durant la période à distance, donc former les managers à pouvoir recruter à distance, l'onboarding de nos collaborateurs. À chaque mois, il y a plusieurs dizaines de Doctolibers qui se joignent à nous, soit en France ou en Allemagne. Et bien, il a fallu être capable de les accueillir à distance. Et ça, c'est important parce que chez Doctolib, il y a 2 semaines, une période de 2 semaines à l'arrivée de nouveaux collaborateurs qu'on appelle la Doctolib Academy, dans laquelle on leur donne un maximum d'informations sur le système de santé, sur nos méthodes de travail, nos outils. Et là, il a fallu réinventer ces méthodes de travail à distance. Donc, il y a eu des dizaines de collaborateurs qui se sont joints à nous durant la période, mais sans qu'on les voie en présentiel. Alors, pour que j'insiste sur un point particulier, alors qu'il y a des gens qui ont mis des employés en chômage partiel et qui ont dû fermer une partie de leurs établissements ou de leurs usines, vous nous parlez en mars, avril, mai d'embauches supplémentaires. Exactement, parce que de notre côté, il a fallu accélérer le travail qui était fait auprès de nos clients, auprès des praticiens, pour leur permettre de poursuivre leur activité. Donc, il y a eu durant cette période une énorme intensité de travail pour être capable de s'assurer que les services se poursuivent et aussi leur offrir des services additionnels qui jusque-là n'étaient pas là. Ah oui, j'entendais beaucoup parler à la radio à ce moment-là de téléconférence, télédiagnostic, télé. Mais alors, comment ça s'est passé entre le patient et les docteurs? Est-ce qu'il y a eu une explosion des téléconsultations? Écoutez, suite au lancement de la téléconsultation chez Doctolib qui s'était fait début 2019, oui, on avait 1500 praticiens qui travaillaient chez nous en vidéoconsultation. Et dans les quelques semaines qui ont suivi le début du confinement, c'est 35 000 professionnels de santé qui ont pris le service de la vidéoconsultation pour poursuivre leur activité. Donc, ça a été une période extrêmement intense. On est passé à plus de 100 000 vidéoconsultations par jour, ce qui s'était fait grosso modo sur la totalité de l'année 2019. Donc, ça vous donne un peu une proportion. Donc, quand les gens parlent d'accélération, vous l'avez vécu, celle-là. Exactement. Et un défi important, c'est pas seulement que les praticiens adoptent ce nouveau service, il faut aider les patients.
sur la façon de découvrir le service, il faut aider les praticiens. Et donc, on a mobilisé autant nos équipes techniques pour assurer le développement d'outils technologiques pour aider les praticiens à eux-mêmes prendre en charge, prendre la main sur ces nouveaux services, et aussi mobiliser énormément de personnes chez nous au service client pour pouvoir répondre aux interrogations, pour appuyer les patients et les médecins dans leur première vidéoconsultation aux besoins. Donc, il y a eu une énorme mobilisation globale sur nos équipes pour pouvoir rapidement faire face à cette nouvelle réalité. Et j'ajouterais que c'est important parce qu'il y a plusieurs professionnels de santé pour qui, sans la vidéoconsultation, il n'y avait plus d'activité. Ah oui. Donc, vous leur avez permis, en fait, à ces praticiens de continuer à aider ceux qui ont besoin d'aide, et vous avez permis aux patients d'avoir un premier diagnostic, alors qui est pas toujours suffisant, mais qui est essentiel, en tout cas, pour savoir comment bien continuer. On reviendra tout à l'heure sur les patients et sur les praticiens, si vous le voulez bien. J'aimerais revenir un petit peu avec vous sur les employés pendant cette période de crise en télétravail, puisque beaucoup de dirigeants me disent, mais en fait, ce qui est très important, c'est de continuer à bien faire travailler les gens en équipe. Une collaboration en télétravail, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas la même chose qu'une collaboration dans le même bureau physiquement. Est-ce que vous pouvez partager des initiatives que vous avez eues à ce moment-là pour que l'équipe continue à avoir un esprit d'équipe, quoi? Exactement. Donc, déjà, les équipes de ressources humaines se sont dit qu'il faut absolument accompagner les collaborateurs dans ce passage en télétravail. Donc, il y a eu des guides qui ont été produits sur voilà, les petites choses à faire attention quand on est en télétravail. Je vous donne un exemple tout bête, mais si on est en télétravail, on est en vidéoconférence, je devrais dire plutôt, s'assurer d'avoir toujours la caméra allumée, s'assurer d'avoir un son de qualité. Aux équipes, on leur a donné des rythmes, des rituels dans la journée de prise de contact, s'assurer que tous les coéquipiers vont bien. Il y a eu des rencontres virtuelles en fin de journée pour prendre le café. Il y a eu toutes sortes de rituels qui ont été implémentés au courant d'une journée de travail en télétravail pour permettre aux équipiers de garder un rythme et de garder une communication fluide. Il y avait chacune des équipes aussi qui avait un représentant qui était le remote champion, si on veut. Et tous les remote champions se regroupaient tous les jours le matin pour 15 minutes, seulement pour un partage d'informations sur comment ça se passe dans les différentes équipes, quels sont les problèmes, quelles sont les choses qu'on doit adresser. Et aussi, on a misé beaucoup sur les outils numériques de collaboration, donc des outils tels que Slack et autres, pour être capable d'échanger sur d'autres modes de collaboration dans le travail. Et finalement, on avait eu aussi la chance sur certaines équipes, pré-confinement, d'avoir déjà testé le télétravail à raison de 1 à 2 journées par semaine. Donc, il y avait une espèce de mécanique, ou en tout cas, il y avait une gymnastique qui avait été mise en place. Voilà, exactement. Et la direction générale, est-ce qu'elle a décidé de parler régulièrement à vos équipiers, différemment d'avant ou pas? Oui, donc à toutes les semaines, donc un point où les dirigeants, en tout cas le COMEX, on parlait à toutes les équipes. Donc, tous les vendredis, un point de forme où on partageait de l'information, l'état de la crise, l'avancée aussi, les efforts de Doctolib dans cette crise, parce qu'il y avait un côté très mobilisateur pour les collaborateurs de Doctolib, parce que notre travail était au cœur de l'accès aux soins, au cœur de cette transformation vers la vidéoconsultation. Donc, mise à jour très fréquente des efforts. Il y a eu aussi une repriorisation du travail assez forte de la part des équipes pour vraiment se concentrer sur quelques sujets qui étaient clés durant cette crise. Donc, tous les collaborateurs étaient très à l'affût des dernières nouvelles, et ça nous a permis de garder un dialogue très ouvert et en direct avec l'ensemble des collaborateurs durant cette période. Je ne vous ai pas demandé combien vous avez de collaborateurs en France en ce moment. Oui, donc au global, France-Allemagne, 1400 collaborateurs chez Doctolib. D'accord, donc ceux qui vous voient comme une start-up, en fait, c'est une start-up, mais c'est beaucoup moins une start-up qu'auparavant. Ce qu'on aime dire, surtout aux Nouveaux-Zélandais, c'est qu'on est plutôt dans le mode de la scale-up aujourd'hui, mais avec l'esprit de start-up, l'esprit très entrepreneurial, l'esprit, voilà, il a fallu se remobiliser en quelques heures, quelques jours au début du confinement. Doctolib a cette capacité de par la culture d'entreprise. Mais ça, je vous invite vraiment à garder cette beginner's mentality aussi longtemps que possible dans votre esprit et dans votre culture. Parce qu'en effet, vous le savez, je travaille chez Salesforce et nous ne sommes plus du tout une start-up puisqu'on est plus de 50 000 ou 55 000 employés. Mais il faut toujours garder 30 ou 40% de son cerveau
avec cette mentalité de beginners pour garder sa créativité et savoir oser en fait remettre en question des tas de choses et vouloir innover. Et je pense que c'est un point clé. C'est pas facile quand on est petit, et c'est de plus en plus difficile plus on grossit. Mais c'est important que vous ayez bien ça en tête et c'est bien que vous le disiez à tout le monde. Absolument. Et Alors, je vous parlais rapidement de cette intégration de tous les nouveaux collaborateurs une fois par mois. Il y a beaucoup du temps, de ce temps d'arrivée, on va dire, qui est passé autour de cette culture qu'on veut conserver et comment ça se manifeste au quotidien. Alors, la transformation des sociétés s'est accélérée avec cette crise de la Covid. La transformation des sociétés, c'est 3 facettes. La technologie, on en a parlé beaucoup depuis le début de cet entretien. La culture, on est en train d'en parler un peu. Et puis, quelquefois, des entreprises changent même leur business model. Alors, sur la culture, pour finir, est-ce que vous pouvez partager avec nous les valeurs clés de votre société? D'abord, la valeur la plus importante pour nous, c'est la valeur d'entrepreneuriat. Donc, c'est l'entrepreneur, pour nous, ce n'est pas quelqu'un qui démarre une société en tant que telle, mais c'est quelqu'un qui s'attaque à un problème complexe avec une certaine dose d'incertitude, avec vigueur, avec enthousiasme et avec surtout résilience. Donc, on a vraiment cet esprit d'entrepreneur. Et dans une situation telle que la crise du COVID, toutes les qualités entrepreneuriales des collaborateurs peuvent être mises en place parce qu'il faut s'adapter rapidement, il faut faire face à de nouveaux paramètres. Et bien évidemment, il faut faire face à un niveau d'incertitude, à des problèmes nouveaux à résoudre sur une base quotidienne. Donc, l'entrepreneuriat, c'est probablement la clé l'élément de la culture qui a ressorti le plus fortement durant cette crise du COVID. Et puis après, si vous deviez en citer une deuxième ou une troisième? Donc, lié avec l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment le fil conducteur, il y a cette capacité à travailler de façon soutenue, d'agir, de prendre acte finalement au quotidien, donc de se mettre en action. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a bien sûr dû être mis en place. Et l'apprentissage continu. Parce que comme un entrepreneur qui démarre une entreprise, les variables autour peuvent évoluer de façon quotidienne. Donc, durant cette crise, l'apprentissage continu, le fait d'être capable d'apprendre et d'incorporer ces nouvelles informations pour agir est donc fondamental. Donc, c'est vraiment quelques-uns des éléments clés de notre culture. C'est intéressant parce que c'est prendre son destin en main, être proactif en fait, être responsable de son destin dans un environnement, bien entendu, d'équipe, guidé par la vision et guidé par les dirigeants. C'est très intéressant. Et en business model, alors, est-ce que vous avez fait évoluer votre business model ou pas vraiment, vous étiez déjà prêt? La réalité, c'est que la logistique d'accès au système de santé était déjà quelque chose qui était en place. Donc, on avait déjà travaillé ces produits digitaux, j'ai envie de dire. La crise du COVID ne fait qu'accélérer finalement le besoin de ces solutions. Prêt, en fait. Exactement. Et puis, on travaille depuis des années à finalement transformer l'accès aux soins de santé et par le digital. Et cette innovation, elle est d'autant plus nécessaire, on se rend compte aujourd'hui. Et donc, la mission de Doctolib, qui était totalement valable hier, l'est d'autant plus aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est qu'une continuité. Il suffit d'appuyer encore plus sur l'accélérateur et puis de mobiliser nos forces en ce sens. Eh bien, c'est super, Philippe. Donc, merci beaucoup de nous avoir permis de mieux vous connaître. On est tous très fiers de vous voir vous développer. C'est tellement important pour la santé générale en fait, d'un pays comme la France ou comme l'Allemagne ou comme d'autres. Donc, on vous souhaite le plus grand développement. On va continuer à vous aider autant que possible chez Salesforce. Je sais que vous utilisez nos solutions, donc merci pour votre confiance. Et je sais que en fait, les paramétrages se transforment au fur et à mesure de votre évolution, bien entendu. C'est normal. Et croyez bien qu'on est motivé pour devenir ou rester votre partenaire sur le très long terme. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Merci Olivier de m'avoir reçu. Alors, à tous les auditeurs, n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous le faire savoir avec ce petit pouce. N'oubliez pas non plus de vous inscrire, de vous abonner, parce que si vous vous abonnez, nous pourrons vous envoyer des alertes en temps réel et vous pourrez avoir accès, bien entendu, à de nombreuses informations et à tous les épisodes précédents, par exemple. Alors, au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir Philippe, au revoir tout le monde. Au revoir Olivier.